Je suis Arnaud Beuillal, directeur commercial France, Belgique et Luxembourg chez Vaimo. Et je proposais peut-être, Alexis, que tu donnes 2 mots sur ta responsabilité. Oui, merci Arnaud, merci de me permettre de co-présenter avec toi aujourd'hui, c'est fantastique. Je suis donc consultant au sein de l'entité Data and AI chez Vaimo. Donc mon rôle au sens large, c'est essentiellement de participer au benchmarking et l'évaluation, excusez-moi, des dernières solutions IA. Donc là, on ne parle pas que de JO, de SEO, qui sont les sujets du jour, mais plus globalement. Et je coordonne aussi l'adoption interne de ces outils au sein de Vaimo. Voilà. Donc mon rôle ici, ça va être un petit peu de guider la conversation avec Arnaud, lui poser les bonnes questions par moment et faire que ça se passe au mieux. Donc la session d'aujourd'hui porte sur un des plus grands changements dans la visibilité en ligne depuis le lancement de Google. C'est un changement qui détermine réellement si vos clients entendront parler en premier de vous ou de vos concurrents. Et notre intention avec ce webinaire est que vous repartiez avec un plan que vous pourrez appliquer dès demain pour que vous soyez, que vous soyez du côté marketing ou du côté plus technique de la gestion de votre plateforme. Voilà, donc Alexis, je te propose de... Paf, oups. J'ai un petit souci pour la présentation. Qu'est-ce qui... Ah non, voilà, j'étais pas sur le bon écran. Voilà. Donc, qu'allons-nous aborder aujourd'hui? Eh bien, les spécificités du GEO, donc le fameux Generative Engine Optimization. En quoi diffère-t-il du référencement traditionnel? Comment devenir la marque recommandée par l'IA plutôt que ce soit celle de vos concurrents? Nous parlerons des moyens pratiques pour mesurer les performances de votre contenu dans les recherches avec l'IA ou impactées par l'IA. Et puis, les erreurs les plus courantes que l'on fait au sujet du GEO. Donc, avant de passer à des éléments plus précis, nous ferons d'abord un tour d'horizon des comportements les plus récents observés et des outils disponibles. Ils nous serviront de repères face aux conclusions à tirer et aux actions à mener. Donc pour certains d'entre vous, ce seront peut-être des généralités, parce que c'est un sujet qui est assez chaud et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà abordé une partie de cet aspect. Mais nous aborderons des aspects un peu plus techniques en deuxième partie de ce webinaire. Donc avant de commencer, je passe la parole à Alexis pour quelques questions que nous aimerions vous poser. Tout à fait, Arnaud. En fait, ce qu'on essayait de faire, ce qu'on a fait d'ailleurs, notamment lors de la dernière édition, quand on a présenté ce sujet, c'était d'essayer d'en savoir un peu plus sur la maturité du JO pour chacun d'entre vous. Et donc, si vous pouvez nous dire dans le chat, si vous pouvez répondre aux questions suivantes dans le chat, ça peut être intéressant pour qu'on puisse avoir une idée de comment ajuster le reste de la conversation derrière. Et donc, les 3 questions qu'on a, la première à vous poser, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'adoption du GEO et de la recherche assistée par IA dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes tout juste en train de commencer à explorer la question? Est-ce que vous avez déjà activement testé différentes tactiques? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà intégré à certains essais de stratégie? Dites-nous dans le chat quel est votre degré de maturité. Ok, il semblerait que chez Advance, ce soit rien de particulier pour le moment. J'en profite pour répondre à la question précédente. Les slides seront partagés, oui. On va bientôt tester la fonctionnalité SE Visible de SE Ranking. OK. Et peut-être la deuxième question pour ceux qui nous répondent. Ah, on a une autre réponse, pardon. On essaie de créer du contenu pour répondre aux attentes de l'IA ainsi que les données structurées, mais sans plus. OK. Donc, on a quand même une majorité d'entre vous qui ont déjà commencé à réfléchir, à tester différentes tactiques. Est-ce que si on parle plus de la partie technique, à savoir le JS rendering, adapter le code HTML de votre site, est-ce que c'est des choses qui ont commencé à être envisagées? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas encore fait? Il y a la partie contenu, évidemment, qui importe beaucoup, mais il y a aussi la partie technique, et c'est plus là le sens de la question.
Écoute, apparemment, tout le monde n'a pas la possibilité de répondre. Peut-être une autre question? Hmm. On a eu une réponse. De notre côté, on essaie de faire en sorte que nos sites soient les plus rapides possibles. J'imagine que ça, il y a aussi tout à fait. Le temps de chargement, notamment des éléments, ça aide beaucoup. La question concomitante, c'est de savoir est-ce que sur la partie contenu, vous savez comment structurer? On a abordé l'aspect technique sur la question précédente, mais est-ce que sur la partie contenu, vous avez des idées ou est-ce que c'est encore en réflexion? On a AMF qui, a priori, essaie d'optimiser le référencement sur Bing. Intéressant. Oui, nous aborderons le fait qu'effectivement, l'IA va piocher son information sur Moteur de recherche. différentes sources. Et effectivement, Bing est l'une des sources qui peut-être est un peu négligée parce qu'elle n'est pas, a priori, la plus utilisée en Europe, mais elle est beaucoup plus présente aux États-Unis où effectivement les systèmes de recherche sur IA utilisent un standard plus nord-américain, on va dire. Tout à fait. Certains LLM sont très friands des données de Bing. On y reviendra. Peut-être que la dernière question, excusez-moi, c'est est-ce que vous avez déjà des solutions pour mesurer le trafic en provenance des moteurs génératifs et des LLM? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà au point? Est-ce que vous avez des mesures de base, peut-être pas des outils spécialisés, mais au moins certaines manières de mesurer avec des outils historiques? Ou est-ce que vous êtes en train de nager à chercher une solution qui pourrait convenir à vos besoins? Ok, on a déjà une réponse à cette question-là d'Autobis qui, a priori, Pierre nous explique que vous savez comment structurer, mais que vous ne monitorez pas encore exactement vos perfs. Ok. Florian nous dit qu'on suit le trafic entrant depuis 2025 avec pour origine les IA génératives. Ok, donc on est plutôt avancé chez AMF. Ok. Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un tour d'horizon. Donc, on voit bien que le JO est vraiment un sujet d'actualité et qu'il implique différentes facettes sur lesquelles travaillent différentes personnes. Bon, reste que la question cruciale est-ce que vos produits ou services apparaissent lorsqu'un prospect ou un client pose la question à un assistant IA, ou bien est-ce que ce sont de vos concurrents? Bah, commençons par un petit peu de contexte. Aujourd'hui, les gens, hein, tout un chacun, nous, vos clients et prospects, y compris, par exemple, mon beau-père de 85 ans, cherche non plus seulement des informations sur un produit ou un service via Google, mais en fait, il pose une question pour formuler un problème en cherchant une solution. Ou alors, il cherche des informations avancées, poussées sur des produits ou des services et espère obtenir une explication, une justification et des sources. Et ils obtiennent effectivement des réponses directement à partir d'outils IA, que ce soit Google AI Overview, ChatGPT, Perplexity, Bing Copilot, Claude, Mistral, défendons un peu notre belle pépite française, sans pour autant avoir visité un site web. D'ailleurs, Alexis, est-ce que tu peux partager ton analyse sur lequel de ces outils est le plus utilisé ou plus adapté à un différent type de tâches ou de sujets? Alors, bien sûr, je pense que c'est une question qui, pour le coup, change perpétuellement, hein, comme tout ce qui a trait à l'IA et au LLM. Je pense que si on parle de volume d'utilisation, incontestablement, c'est Google qui ressort en premier, sans même parler des dernières mises à jour qui ont fait grimper l'adoption terriblement du côté Google. L'année dernière, il y avait 373 fois moins de recherches sur ChatGPT que sur Google. Donc là, c'était Google en tant que moteur de recherche classique, bien sûr, mais avec les fonctionnalités qui arrivent, Google IA Overviews, et la manière dont Google intègre l'IA de manière générale à toute sa suite logicielle, ça devrait être la priorité pour la plupart des marques. Et je fais un bémol ici, ça dépend, il y a des exceptions. AMF a peut-être des raisons d'optimiser pour Bing spécialement. C'est intéressant d'ailleurs qu'on en parle peut-être en fin de présentation. Mais le fait est que la majorité du trafic se fait ou se fera, dans le cas de la France, puisque de mémoire, IA Overview n'est pas encore arrivé, ça ne saurait tarder, se fera sur Google. Voilà, c'est quelque chose qui risque pas de changer de suite. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent par LLM directement.
On a donc ces AI Overview qui sont très utiles, notamment le AI Mode dans certains modes de Google, mais il y a beaucoup de gens qui passent par ChatGPT, qui passent par Perplexity, qui passent par Claude peut-être, c'est ceux qui me viennent en tête le plus. Et dans ce contexte-là, optimiser pour chacun de ces LLM qui peuvent effectivement, comme tu disais Arnaud, tirer leurs sources de moteurs de recherche différents, comme Bing, pour ChatGPT notamment, ça devient donc intéressant et prioritaire. Et là où l'optimisation est un petit peu différente de ce à quoi on a l'habitude pour le SEO, c'est qu'on passe d'une logique d'optimisation de mots-clés à une logique d'optimisation de conversation. Donc, si on veut faire un parallèle, on passe d'une logique où on optimise et de la courte traîne et de la longue traîne à essentiellement de la très longue traîne. Et le fait est que chaque LLM a une manière un peu particulière de déconstruire l'information qu'il collecte pour ensuite la soumettre à l'utilisateur. Ce qui veut dire, in fine, qu'il y a autant de stratégies d'optimisation spécifiques par LLM qu'il n'y a de LLM. Bien sûr, il y aura des éléments qui sont communs. Il y a des éléments communs à tous les LLM, mais il y a aussi des spécificités par outil. Voilà. En fait, la conséquence, c'est que c'est une vraie révolution pour notre manière de gérer l'acquisition. On a noté que pour la première fois en 22 ans, le trafic de recherche de Google est en baisse. Et Gartner prévoit d'ailleurs une chute de 25% du volume de recherche traditionnel d'ici l'année prochaine. C'est même pas un changement progressif et une transition lente. En fait, c'est tout se produit en même temps, à grands pas. Cela signifie que vous pouvez toujours être classé numéro 1 sur Google et rester presque invisible dans les réponses générées par l'IA. Bon, 25% du volume de recherche, cela reste une prévision, mais que se passe-t-il exactement aujourd'hui ? Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui est sorti la semaine dernière chez OpenAI, qui illustre parfaitement ce dont on parle, le shopping intégré dans ChatGPT. L'exemple est simple. Un consommateur cherche un plat en céramique. Regardez bien la différence. On n'est plus dans une recherche par mots-clés, mais dans une conversation avec l'IA. Alors, j'aimerais juste pouvoir démarrer ma présentation. Est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à présenter. Oui, c'est un major bug. Alexis, est-ce que tu peux me donner un conseil? Je vais essayer de prendre la main, peut-être, directement. Hop. Donc, en fait, l'exemple que j'ai cité était mauvais. En fait, l'exemple que là, nous avons, ce n'est pas du tout un plat céramique, c'est une boîte de chocolat, un cadeau pour Noël. Donc, voilà. Donc, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que je pourrais offrir comme cadeau à quelqu'un qui aime les chocolats dans un budget particulier? Et donc, non seulement je vais avoir une liste d'idées cadeaux, mais également de fournisseurs dans le cadre du budget avec une recommandation sur le type de chocolat. Est-ce que c'est effectivement un bon chocolatier et est-ce que c'est un bon chocolatier pour des chocolats, pour un cadeau, pour Noël, pour une personne avec un profil particulier. Voilà. Et ça, c'est effectivement la manière dont j'imagine vous, comme tout un chacun aujourd'hui, cherche des articles sur ChatGPT, non plus sur Google, parce que c'est beaucoup plus pratique de savoir et pouvoir faire la comparaison en ayant une explication sur les différents produits, plutôt que de soi-même aller visiter une suite de sites différents pour faire notre propre comparaison. Je vais reprendre la main. Voilà. Merci à Alexis d'avoir... Je t'en prie. OK. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Le passage du mot-clé à la requête contextualisée n'est pas juste une évolution technologique, c'est déjà un changement mesurable dans le comportement et puis des résultats en termes de business. Donc, il y a quelques chiffres clés. Selon McKinsey, on observe que 30%, on a un taux d'augmentation de 30% du taux de conversion lorsque la requête est personnalisée. Évidemment, on a un résultat beaucoup plus pertinent, beaucoup plus convaincant, et donc une conversion beaucoup plus élevée. C'est énorme. La capacité à comprendre le contexte de la demande transforme directement votre business. Google a révélé en 2024 que 60% des consommateurs disent avoir découvert de nouveaux produits grâce à l'IA. Évidemment, depuis, on n'a pas des chiffres plus récents, mais ça a forcément été encore beaucoup plus important. Cela veut dire que l'IA ne se contente pas d'accompagner un achat prévu, elle ouvre de nouvelles opportunités de découverte et d'inspiration.
SEMrush, de son côté, note que plus Il semblerait que nous ayons perdu la... très précise. Enfin, côté marque et distributeur, Forrester souligne que 70% des retailers considèrent que la qualité des données produits est le frein essentiel à l'adoption de l'IA. Donc, il sera très important pour vous d'enrichir la description produit dans votre PIM ou dans la base de données d'informations produits que vous avez, en prenant en compte le contexte de l'IA. Ce qui est frappant, c'est que ces nouveaux comportements ne concernent pas uniquement les interactions avec ChatGPT ou les IA conversationnelles. On les retrouve aussi sur les moteurs de recherche traditionnels. Les gens posent des questions plus longues, plus précises, plus contextuelles qu'avant. Autrement dit, les habitudes de recherche ont changé, peu importe l'interface. Ça veut dire une chose, il faut préparer vos données produits pour répondre à ces attentes, quel que soit le canal. Bon, on a un chiffre colossal, donc 58% des consommateurs privilégient la GenAI au moteur de recherche pour obtenir des recommandations de produits. Et ça concerne même les achats en B2B. Et là, on voit que 89% des acheteurs utilisent ChatGPT. On a eu plusieurs exemples cette année. J'avais notamment noté lors de la grande messe de Akeneo, qui est une des solutions PIM françaises, au début de l'année, ils avaient expliqué, le fondateur, Fred, avait rencontré un client aux États-Unis, les avait sollicités pour parler de leur solution PIM et qui posait des questions très techniques, très détaillées, très pertinentes sur le produit Akeneo PIM. Et à un tel point, pour une première rencontre en tout cas, à un tel point que l'équipe Akeneo était très étonnée. En fait, ce que le client avait fait, ils avaient tout simplement téléchargé leur RFP dans ChatGPT et demandé à ChatGPT de leur trouver quelle était la solution PIM, a priori la plus adaptée à leurs besoins. C'est Akeneo qui était sorti. Et de ça, ils avaient pu extraire un tas de questions très pertinentes pour savoir dans quelle mesure ça répondrait à leurs besoins opérationnels, d'intégration et fonctionnels, etc. Donc, même le monde du B2B est très impacté. Et pour nous, très modestement, nous avons été récemment en relation avec un prospect qui d'eux-mêmes avait chargé son RFP sur ChatGPT et demandé d'identifier quelle était la solution et le partenaire idéal, ou en tout cas les 5 partenaires idéaux pour envisager une collaboration. Et Waymo, qui est un des grands intégrateurs d'Akeneo, était ressorti parmi les résultats. Donc, quelque chose à prendre en compte, non seulement dans la consommation B2C, mais également dans la consommation B2B. Voilà. On considère d'ailleurs que 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires sera généré directement même par l'IA en interagissant avec les sites vendeurs. Et ce qui est à noter, c'est que Amazon vient même de lancer la fonctionnalité Buy for Me, qui permet à son agent d'acheter même sur des sites autres que celui d'Amazon. Donc vous, en tant que client, vous restez en contact uniquement avec Amazon, vous conservez cette expérience unique et assez spectaculaire d'Amazon, de fluide, et Amazon va acheter le produit que vous cherchez s'il n'est pas disponible sur Amazon, sur un autre site, et vous finalise la transaction pour vous sur le site, c'est le checkout d'Amazon, tout en gardant le contrôle de la data et le contrôle du client. Donc, pour vous, c'est très important de pouvoir au moins, même si si vous risquez de perdre le contact avec le client, au moins de vous assurer que les agents acheteurs type Amazon vont trouver le bon produit sur votre site et acheter votre produit plutôt que celui d'un concurrent. Tout à fait. Et donc, la question logique qui suit, Arnaud, c'est qu'est-ce qu'on prend en compte quand on parle de JIO, de quoi on parle plus ou moins. Alors, on va en reparler sûrement, mais il y a tout un tas de sigles qu'on appose au même terme, JIO, EIO, EAIO, il y en a beaucoup, mais quand on parlera de JIO aujourd'hui, ce sera donc à ce concept général que j'ai mentionné, c'est tout simplement de s'assurer que les produits, le contenu, l'expertise de votre marque, ce qui fait votre marque en tant que marque, soit pris en compte lorsque les LLM génèrent des résultats à partir d'outils tels que, comme on les a cités, Google, Bing, peu importe le moteur de recherche dont le LLM va tirer son information. Et peut-être la différence entre le référencement naturel, le SEO,
où on cherche à avoir un bon classement sur une page. Là, le JO, c'est plus visé à devenir la recommandation dont on parlait. On parle plus de brand awareness plutôt que vraiment de classement SEO pur. Et si on prend par exemple l'achat d'un vélo, je peux taper une requête classique sur Google, meilleur vélo de ville, et je vais très probablement avoir une sélection qui va correspondre plus ou moins à ce que je cherche. Mais si je fais le même process avec une approche JO, il y a fort à parier que lors de l'interaction, mettons que je pose la même requête à ChatGPT, aide-moi à trouver un vélo de ville, aide-moi à trouver les 10 meilleurs vélos de ville pour X endroits, il est probable que ChatGPT vous pose des questions supplémentaires. Et en fait, on va rentrer dans une conversation. Donc, il y a non seulement l'aspect, on parle d'optimisation pour de la plus longue traîne qu'auparavant, c'est ce que Arnaud disait plus tôt, on se rend compte que les requêtes deviennent de plus en plus longues et spécifiques, même sur les moteurs classiques. Il y a aussi l'aspect itératif et conversationnel de l'interaction avec les LLM. Et donc, ce qui veut dire au final que l'IA va presque agir comme un vendeur qui s'efforcera de comprendre vos besoins particuliers lors de ce contexte. Et probablement que vous allez aboutir à des requêtes beaucoup, beaucoup plus précises, ou peut-être même directement, sans même passer par la case d'itération, vous allez avoir une requête beaucoup plus précise avec ChatGPT que vous n'en aurez une sur Google, et vous pourriez aboutir à quelque chose comme je fais 10 km pour me rendre au travail, je traverse le bois de Boulogne sur des chemins de terre, et j'ai besoin d'un vélo qui nécessite peu d'entretien. Voilà. Et très probablement que vous aurez, vous, en tant que fabricant ou retailer, vous voulez que votre marque et votre vélo figurent parmi ces mes recommandations, parce qu'en termes de trafic, c'est du trafic très qualifié, les personnes qui vont chercher spécialement ce type de produit. Et Alexis, là, on parle de JO, mais on entend aussi parler d'autres termes comme JSIO, AEO, JAIO, LLMO. Est-ce que c'est la même chose ou y a-t-il des différences? Je pense que c'est ce que je disais au début, on parle généralement du même concept. Je pense que c'est un petit peu comme le fait d'avoir un ami qui a un surnom. Voilà, on parle de la même personne avec un nom différent. Je pense que c'est pour l'essentiel des cas, c'est la même chose ici. Et en fait, quand on parle de JIO avec n'importe lequel de ces autres sigles, en fait, on parle d'optimisation AI search. En fait, c'est ça qu'on parle. Ok. Et alors, du coup, ça nous amène à la question suivante où j'ai commencé à y répondre. Je m'étale un peu, mais qu'en est-il du SEO par rapport au JIO? Donc, comme on l'a dit, le SEO, ça concerne essentiellement le classement d'une page. Je vais vous donner un ensemble de pages. Le JIO, ça consiste à devenir la recommandation numéro 1 donnée par l'IA. Donc, si on prend l'exemple que vous avez à l'écran, meilleur ski tout-terrain, sur une recherche traditionnelle, une simple recherche, ça va vous donner une liste de résultats. Et vous voulez donc être classé le plus haut possible, que vous utilisiez d'ailleurs des ads ou purement du SEO, le souhait est le même. Et en tant qu'utilisateur, vous cliquez sur plusieurs liens, vous surfez, vous découvrez, et on vous le souhaite, vous découvrez le produit qui vous convient. Mais si tu peux cliquer, Arnaud, pour avoir la suite. Mais si on passe sur une enquête un chouïa plus précise avec quel meilleur choix de ski pour le ski alpin, Google a donc ajouté dans beaucoup de pays, la France devrait en faire partie d'ici peu, et Overview. Je m'excuse un peu si je suis plus à jour, je suis moi basé en Suède, donc j'ai Overview au quotidien, c'est un peu pour ça que ça me biaise dans cette réponse. Je crois que Overview est toujours en attente en France. Confirmez-moi la chose si je dis des bêtises en chat. Mais AI Overview place les produits directement au-dessus des résultats de recherche, au-dessus même des résultats publicitaires d'ailleurs. Et si tu cliques encore une fois, Arnaud, c'est une étape de plus vers une recherche conversationnelle. Et l'étape suivante, c'est vraiment d'avoir tout ce processus dans l'interface d'un LLM, comme ChatGPT, comme Claude, comme Perplexity. Et l'avantage de passer par ce type d'interface, c'est qu'on peut effectivement avoir une conversation plus itérative et plus conversationnelle, en fait, qu'une simple recherche sur Google. Et puis ChatGPT mémorise les recherches que tu as faites, le type de requête.
le type de réaction, ton vocabulaire, et en fait, comme un très bon ami qui finit par te connaître et qui va guider ses réponses en fonction de ce qu'il sait de toi, ce qu'il sait ce qui t'intéresse, sous quel angle tu souhaites observer les choses. Donc cette notion de contexte effectivement de plus en plus importante. Il ne s'agit plus simplement de parler de vélo ou de vélo tout-terrain ou de vélo de ville, mais il s'agit effectivement d'accumuler un ensemble d'éléments qui permettent de répondre à des choses beaucoup plus personnelles. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez répondre à un besoin unique d'une seule personne, mais il s'agit de pouvoir définir des contextes autour de l'ensemble de vos produits et services pour pouvoir effectivement intéresser des cas spécifiques pour plusieurs personnes. Et de manière générale, il existe deux types d'interactions entre les clients et le JO que nous souhaitons prendre en compte, la partie informative et la partie commerciale. Et une requête informative, c'est grosso modo, vous cherchez une information sur quelle est la crème solaire la plus sûre pour les enfants, par exemple. Vous voulez en savoir plus sur un sujet, cela peut finir par ressembler à une expérience de type un terrier de lapin, parce qu'il y a beaucoup de branches dans lesquelles vous pouvez approfondir le sujet. Est-ce que ça va être pour aller au ski? Est-ce que ça va être pour aller à la montagne? Est-ce que c'est un enfant qui a une peau claire? Est-ce que c'est un enfant qui a eu un problème de peau? Est-ce que vous savez s'il a souvent des coups de soleil ou pas? Est-ce que vous avez entendu parler d'innovation récente, ou est-ce qu'il y a une conversation sur ce que veut dire effectivement une protection 50 par rapport à une protection 30? Enfin voilà, il y a beaucoup plus d'options de recherche et pour affiner votre compréhension du sujet. Mais ces LLM sont effectivement susceptibles de donner des réponses très précises à chacune de ces requêtes. Par contre, il y a un autre type de requête qui est purement commercial, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour les chocolats, pour un cadeau pour Noël. Vous souhaitez avoir au bout du compte pas seulement de l'information, mais également une recommandation sur un produit en particulier, sur un commerçant qui est susceptible d'obtenir, de satisfaire vos attentes, vos besoins, et de résoudre votre problème. Et le JIO optimise différemment pour chaque cas. L'informationnel concerne la mise en confiance, et le commercial concerne la disponibilité et les données sur les produits. Si l'utilisateur le souhaite, il continue à poser plusieurs questions, en créant une conversation, hein, comme on disait, comme si quand on parle à un ami auquel on demande conseil, et il témoigne sa confiance, et il considère également que, a priori, l'IA est impartiale. Le point essentiel à retenir ici, c'est que vos métadonnées riches sur les produits, y compris les avis de vos clients, la disponibilité, les frais d'expédition, etc., seront tous répertoriés afin de générer du trafic vers votre site si c'est pertinent. Donc, il faut que vous soyez certain que toutes les informations dont vous disposez qui sont susceptibles d'intéresser le client soient exploitables par les LLM. Pas simplement présentes sur votre site, mais également exploitables. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as trouvé de cette manière, Arnaud? Oui, je t'avais raconté l'anecdote que nous cherchions une bâche pour protéger la Volkswagen Golf de mon fils, qui reste immobilisée assez régulièrement parce qu'il se déplace. Et effectivement, je cherchais bâche automobile et je trouvais sur Google un tas de produits tout à fait similaires avec peu de descriptions, et je n'arrivais pas à choisir quel produit était idéal. Mais en utilisant LLM et en donnant le contexte, pourquoi, et le fait que je souhaitais une bâche qui n'allait pas rayer la voiture, qui était imperméable, de couleur claire, etc., qu'on pouvait serrer et fixer sur le véhicule. Et bien, parmi les 250 types de bâches que j'avais trouvés sur Google, et bien là, grâce à ChatGPT, j'ai trouvé rapidement la bâche qui nous correspondait le mieux, par exemple. Donc, grosso modo, on aborde un peu plus concrète et on va dire intéressante pour vous, c'est comment devenir une marque recommandée par l'IA. Essentiellement, en fait, c'est une question de confiance, de création de confiance. Et les outils doivent vous considérer votre marque comme une source fiable. Tout à fait. Et lorsque nous auditons des marques sur l'aspect JIO chez Vaimo, on a un framework qui repose vraiment sur 3 piliers: autorité, pertinence et technologie. Donc, quand on parle d'autorité, ça va être effectivement tout ce qui va être backlink, tout ce qui renvoie vers votre site au final, hein, les backlinks, les mentions, les références, ce qui va aider à construire la réputation de votre marque. La pertinence, ça va être le contenu. Est-ce que votre contenu répond à une intention de recherche particulière, à une intention de recherche de conversation particulière?
et donc aux besoins des clients dans ce contexte-là. Et l'aspect technologie, c'est vraiment, c'est ce dont on parlait plutôt dans la partie question au préalable. On a eu la question de savoir si la vitesse du site influait, c'est effectivement un des facteurs. C'est faire en sorte que l'IA, les moteurs génératifs, puissent accéder à votre site facilement et l'interpréter facilement. Voilà. Si on se concentre sur la pertinence, ce que je disais plus tôt, effectivement, c'est que le contenu, ça ne se résume plus à des mots-clés, c'est maintenant des conversations, c'est des entités et des intentions conversationnelles. Et la manière dont la chose fonctionne, c'est que l'IA a construit un knowledge graph sur qui vous êtes, ce que vous offrez, et pourquoi vous êtes pertinent dans ce contexte particulier. Et elle va ensuite utiliser son knowledge graph, combiné à des recherches classiques du web, Google, Bing, etc., comme une première action, une fois que vous avez saisi un prompt. Et donc, il y a ensuite une analyse qui est faite de la réponse pour trouver des correspondances avec la question posée. Et ensuite, il y a une synthétisation qui est formée pour avoir une réponse. Ce qui veut dire que pour le JO, le contenu il doit être également structuré comme une réponse. Donc c'est là où on parle souvent là, de l'importance à nouveau de toutes les sections FAQ et pas seulement d'avoir un texte pour avoir un texte sur une page. Il y a l'importance aussi d'avoir des faits du contexte afin que l'IA puisse vous faire confiance, qui l'a écrit, quand, etc. Toute information en fait qui peut renforcer la crédibilité de votre contenu, plus ou moins. Donc ça peut être l'auteur, ça peut être un angle particulier que vous ne retrouverez pas ailleurs sur Internet. Et effectivement, c'est être facile à parcourir. Donc ça va être de formater le contenu pour qu'il soit lisible pour un LLM. Ça peut passer par avoir des entêtes, des listes, des tableaux, afin que l'IA puisse extraire les points clés et amener ces points clés dans la conversation qu'elle aura avec l'utilisateur. Et si on revient avec l'analogie qu'on avait avec le magasin de vélo que j'ai fait plus avant, le contenu, ça va être le manuel de formation que votre représentant commercial IA, donc votre IA, va utiliser pour conseiller votre client. Et donc, s'il est incomplet ou s'il est peu clair, eh bien, l'IA risque de passer par le manuel de quelqu'un d'autre, à savoir d'un de vos concurrents. On peut aussi préciser comment ça se différencie du framework EE80 de Google. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un framework qui détermine comment le contenu est affiché sur les moteurs, sur les résultats de recherche de Google. Et donc, c'est expérience, expertise, authoritativeness and trustworthiness. Et en fait, l'analogie qu'on peut faire, c'est que ce framework donc, de Google, ce framework que vous avez à l'écran, c'est l'équivalent du framework EE80 de Google, mais pour le référencement sur LLM. En tout cas, c'est l'approche que nous avons. C'est le plan vraiment qui va vous permettre de bâtir les fondations de votre stratégie JIO basée sur votre expérience et votre expertise produit et marque. Écoute, c'est très clair, Alexis. Et donc, effectivement, d'un côté, je suis un peu frustré parce qu'on s'est largement étendu sur comment fonctionnent les JO, etc. Peut-être des choses que vous connaissez déjà bien, que vous avez vécues. Et là, ce sont réellement les éléments clés de la présentation. C'est les trois choses à retenir. L'autorité, la pertinence et la technologie sont réellement les trois axes sur lesquels vous souhaiterez travailler pour améliorer la performance de votre organisation en termes de JO. Donc, pour les techniciens qui sont parmi nous aujourd'hui, le JO ne nécessite pas réellement de faire une refonte totale de votre écosystème, parce qu'en pratique, 80% du job reste le même que celui que vous feriez pour avoir de bons résultats SEO sur la partie technique de votre site. Donc, il ne s'agit pas de remplacer vos process existants, mais de bien de les ajuster et de les compléter pour permettre à l'IA et aux moteurs de recherche d'utiliser ce qui existe déjà en mieux, en plus facile, en plus rapide. Tout à fait. Et sur cette partie technique, ce que l'on constate et ce qui nous a permis de construire ce framework dont je parlais sur la slide précédente, c'est qu'il y a vraiment trois priorités. La première, c'est l'indexabilité de votre site et son accessibilité. Donc, on en revient à cette fameuse aspect de la vitesse du site, la compatibilité mobile, donc l'aspect responsive, le fait que votre code soit propre et facilement lisible, qu'il ne soit pas Messi, vous me pardonnerez l'anglicisme. Le flux, la deuxième priorité, c'est les flux de données. Le fait de faire en sorte que votre schema markup soit, encore une fois, soit clair, que les fils d'Ariane soient cohérents, que toute cette donnée puisse être montée au knowledge graph de manière pertinente.
Et la dernière priorité, c'est comment vous développez votre contenu. Et en fait, là, c'est plus pour vos équipes, marketing et contenu, c'est comment on fait en sorte d'aider ces équipes à mettre à jour le contenu sans avoir de goulot d'étranglement, sans avoir besoin, par exemple, d'intervention de l'IT pour mettre à jour les contenus. En fait, comment on les aide à à avoir cette capacité de mise à jour, de création et de mise à jour, parce qu'il y a l'aspect créer nouveau contenu, mais il y a aussi l'aspect mise à jour du contenu existant. Et en fait, comment on fait en sorte que ces équipes aient les outils pour mener à bien ces tâches au mieux et au plus vite. Oui, parce que tu m'avais expliqué, Alexis, que les LLM prennent en compte le facteur à quel point, pardon, le contenu est récent, s'il est effectivement actuel. Si le contenu date d'il y a 2 ans, il sera moins référencé que s'il a été produit dans les 6 derniers mois. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu me parles de 6 derniers mois. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir effectivement un contenu qui est mis à jour au moins tous les 6 mois. Il semblerait que ce soit pour la plupart des LLM, en tout cas pour les plus utilisés. Je pense à ChatGPT et à Claude notamment. Un critère clé de remontée de la donnée dans les conversations. On avait également parlé, la dernière fois que nous avons fait ce webinar, du fait que Reddit était une source d'information importante pour les LLM également. Tout à fait. Reddit, c'est d'ailleurs particulièrement important pour ChatGPT, puisqu'ils ont signé plus tôt dans l'année un accord qui permet à ChatGPT, à OpenAI, d'avoir un accès exclusif aux métadonnées et aux données de Reddit, et qui sont donc utilisées pour ensuite construire les résultats qu'on voit dans les conversations qu'on a avec ChatGPT. Mais tout ça évolue beaucoup et on n'en a pas parlé avant de faire ce webinaire, mais j'ai vu la semaine dernière qu'effectivement, le volume d'informations sourcées chez Reddit avait plongé dramatiquement, alors que a été divisé, je crois, par 8 quasiment depuis la signature de cet accord. Donc en fait, les choses évoluent beaucoup. Il faut être très vigilant et avoir conscience qu'effectivement, les LLM ne vont pas essayer de se concentrer sur un seul pilier pour augmenter leur fiabilité, multiplier les sources d'informations pour pouvoir transmettre des résultats les plus pertinents possibles. Là, je vois que Pierre pose une question sur le fait est-ce que lorsqu'on parle d'actualisation de contenu, est-ce que les images font partie de cette actualisation? Franchement, personnellement, je ne connais pas la réponse. Est-ce que tu aurais une idée, toi, Alexis? J'en suis pas certain. Je partirais du principe que, comme tout type de métadonnées présentes sur une page et sur un contenu, ça fait partie des éléments. Maintenant, de là à dire est-ce que c'est un des éléments les plus importants, je ne saurais le dire à l'heure actuelle. Ok, ben on se renseignera puis on reviendra vers vous, Pierre. En fait, grosso modo, des choses importantes à retenir sur la partie contenu, c'est effectivement qu'il faut structurer votre contenu pour faciliter sa recherche. Donc, rédiger du contenu avec des titres clairs, des résumés courts et des listes à bullet point afin que les moteurs génératifs puissent le comprendre rapidement. Et assurez-vous que chaque section apporte une réponse complète et autonome, même si elle est sortie de son contexte. Donc ça, c'est une manière différente de rédiger où, dans le temps, effectivement, on se concentrait pour être sûr que dans une partie de texte, on avait les fameux mots-clés qui étaient importants pour le SEO. Et aujourd'hui, c'est une manière différente de rédiger. Renforcez également votre autorité, votre crédibilité, comme l'expliquait Alexis. Montrez que votre contenu et vos idées proviennent de personnes crédibles, telles que des experts ou des partenaires. Éventuellement, vous pouvez inclure leur biographie en ajoutant leurs références lorsque cela est possible. Renforcer la confiance en ajoutant des éléments tels que des notes, des avis clients, du contenu généré par les utilisateurs, des récompenses, des témoignages, des prix que vous avez gagnés ou des reconnaissances pour vos produits et services. Utilisez les données, des citations et des faits que les LLM peuvent facilement repérer et référencer et éventuellement cross-référencer avec d'autres sites. Troisième point, configurer des canaux personnalisés dans l'outil de tracking qui montreront l'impact des outils IA sur le trafic, les transactions et les revenus générés sur votre site. Vous pouvez également configurer un tableau de bord qui suit la visibilité des mots-clés du site dans AI Overview, par exemple, ou d'autres éléments de monitoring. Vous avez d'autres solutions similaires à l'aide d'outils tels que SEMrush ou Ahrefs. Surveillez les tendances et les changements, comme ça vous verrez l'impact justement que peut avoir votre contenu et ce qui serait éventuellement nécessaire de modifier, de faire évoluer.
Je t'interromps une seconde, Arnaud, est-ce que tu peux cliquer parce que je crois que les bullet points ne sont pas à l'écran, Oui, effectivement. même si effectivement tu les as résumés assez bien. D'accord. Encore une fois, nous partagerons la chose, hein. Donc ça, c'était effectivement les trois premiers points. Donc cette configuration, et j'en étais, voilà, créer, voilà. Donc configurer un tableau de bord. Assurez-vous que le site web est indexable et optimisé. Évitez le rendu JS pour les robots, notamment. Pour les moteurs de recherche moins performants que Google, comme Bing, par exemple. Et enfin, utiliser toutes les fonctionnalités de données structurées recommandées, donc que ce soit autour des articles, des produits, de votre organisation, etc. Voilà. En résumé, transmettez des signaux d'autorité, plus des signaux de pertinence, plus de la clarté technique. C'est ce qui permettra à l'IA de vous faire confiance et de vous recommander. Pour ce qui est des requêtes informationnelles, assurez-vous de pouvoir être cité comme une autorité en la matière. Et pour les requêtes commerciales, procurez suffisamment d'informations, de guides commerciaux, un petit peu ce qu'expliquait Alexis tout à l'heure, l'aspect du vendeur qui a son manuel de vente pour être recommandé avec des produits adaptés à des cas d'usage précis. On a donc la checklist, Arnaud, mais qu'est-ce qui est important au niveau stratégique? Eh bien, mon point de vue à ce sujet, c'est très personnel et c'est susceptible d'évoluer en fonction des technologies, mais voilà, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur sur le sujet, c'est que les entreprises doivent s'efforcer de revendiquer leur domaine. Vous avez chacun votre manière unique de travailler, de présenter vos services, vos produits, votre identité. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver à convaincre le client, et donc les LLM, dans le biais le moyen qu'on évoque aujourd'hui, que vous connaissez parfaitement cette catégorie et que vous la vivez corps et âme. J'ai récemment une discussion avec une marque de ski bien connue avec laquelle nous travaillons au sujet de l'optimisation, et il est apparu clairement que ce qu'ils voulaient vraiment, ce n'était pas seulement un meilleur classement dans les résultats de recherche, mais ils voulaient que l'IA comprenne que leur façon de concevoir, fabriquer des skis était la meilleure par rapport à leur philosophie. Et ça, c'est idéal. S'ils écrivent et créent du contenu sur cette méthode, sur son importance, sur ce qui la rend meilleure, ils peuvent réellement être recommandés par l'IA, parce que certains clients veulent vraiment le meilleur savoir-faire, et maintenant l'IA peut comprendre et amplifier, donner de la valeur à cette histoire, à ces valeurs qui sont au cœur de cette marque, de cette équipe qui conçoit un produit avec une philosophie particulière. Et même si on est retailer, on a une cible de clients pour servir des besoins avec une manière particulière, une culture dans l'entreprise. Et bien, c'est ça que je pense qu'il est essentiel que vous traduisiez dans votre contenu pour indiquer à l'IA pourquoi vous êtes uniques et spéciaux. C'est un changement de mentalité puissant. Au lieu de dire nous sommes bon marché ou nous sommes les meilleurs, ou tout simplement jouer avec le référencement, vous devriez pouvoir dire voici pourquoi notre méthode est idéale pour tel type de client ou répondre à tel besoin spécifique. Donc, si votre marque a une véritable philosophie de produit, une culture significative ou une approche unique, vous devez absolument la valoriser, l'utiliser pour que vous puissiez la communiquer. Donc, racontez votre histoire, rendez-la visible, c'est ainsi que vous gagnerez à long terme dans le domaine du référencement JIO, et faites-le le plus vite possible, construisez cette histoire. C'est comme ce qui s'est passé avec le SEO. Les gens qui ont construit cette crédibilité le plus tôt ont eu, grâce à Google à l'époque avec SEO et aujourd'hui avec les LLM, un avantage d'être les premiers et d'établir cette crédibilité. On a parlé beaucoup de la stratégie, de la pratique, mais un autre sujet ô combien important, Arnaud, c'est la mesure de la performance. Et vous allez inévitablement investir beaucoup de temps, des ressources, un budget sur le JIO, donc ça va être important évidemment d'avoir une idée du retour sur investissement de ces efforts. Et donc, la question qui se pose logiquement derrière, c'est de pouvoir définir ces indicateurs de performance qui vont vous permettre d'avoir une idée plus précise sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que, comme on l'a expliqué avant, les clients auront un comportement différent si on compare au SEO.
une intention de recherche différente et oui, une recherche différente. Et donc, il y a plusieurs manières d'avoir une idée de l'impact des recherches IA dans vos sujets. Je ne suis pas certain que j'apprenne quelque chose à notre audience. Il semblerait que notre audience aujourd'hui soit déjà un petit peu au cœur du sujet. Mais de mon point de vue, il y a deux manières d'avoir une visu sur la part des recherches qui sont en provenance des LLM ou votre notoriété dans l'LLM. La première, ça va être de configurer vos comptes Analytics ou Adobe afin de mesurer le trafic entrant sur votre site via ces LLM. Et ça peut être fait avec des outils donc historiques. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est les outils historiques qui permettent d'une certaine manière d'avoir une idée déjà. Il y a ensuite les outils spécifiques. Donc les outils spécifiques, je pense à SEMrush. Alors SEMrush qui est historiquement un outil SEO, mais qui est aussi maintenant un outil GEO depuis maintenant un peu plus d'1 an, qui permet d'avoir un overview un peu plus clair sur ce sujet. Et il y a encore des outils qui sont pure players là-dessus. Je pense à Peak AI, je mettrai le lien peut-être en commentaire, qui sont vraiment là des solutions dédiées de A à Z à la mesure de votre performance GEO. Donc, je dirais que c'est peut-être un parcours progressif. Peut-être que si vous en avez la possibilité, il est intéressant de commencer avec des outils historiques que la plupart des retailers ou e-commerçants utilisent. Je pense à Google Analytics et Search Console. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faisables avec ces outils-là. Si vous en avez la possibilité et le budget d'opter pour une solution telle que SEMrush, ça peut être utile et ça le sera de toute manière aussi pour vos efforts SEO, c'est inévitable, afin d'avoir un overview encore plus clair. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est donc ces solutions pure player que je mentionnais, qui là vraiment sont, je pense, plus intéressantes pour les personnes qui ont déjà commencé à investir dans ce sujet de manière conséquente. On arrive à la fin de la présentation. Malheureusement, je sais que tu as un avion à prendre, donc on va devoir conclure assez rapidement. Et donc, on voulait quand même évoquer les erreurs qu'on constate, qui sont faites aujourd'hui beaucoup. C'est notamment de traiter la recherche GEO de manière traditionnelle. Donc, des mots-clés, conversations. Vous devez changer votre façon de travailler avec le référencement naturel d'aujourd'hui. Quelle est la question et quelle est la réponse, au lieu de simplement se concentrer sur l'utilisation de mots-clés. Il faut éviter de négliger la préparation technique. Vous devrez peut-être améliorer les compétences de vos développeurs, un peu changer la façon dont vous présentez votre produit. Il faudra lever certaines barrières, notamment éviter de fournir des informations sur un produit derrière un identifiant, avoir des formulaires avant donner accès à une vidéo, etc. De nombreuses entreprises aujourd'hui ont encore en place des restrictions pour empêcher les mauvais robots, mais celles-ci peuvent également gêner les bons robots qui devraient pouvoir scraper l'information. Enfin, une absence de stratégie de contenu spécifique à l'IA, des flux RSS manquants, des balisages, du travail sur les entités côté contenu. Disposez-vous d'un pipeline de contenu, d'outils, d'une équipe pour y arriver, pardon. Comment vous concentrez-vous sur les choses que vous seul pouvez dire pour créer de l'autorité, de l'expérience, raconter votre histoire avec vos experts. Donc, ne pas éviter à impliquer les ingénieurs ou les spécialistes de vos produits. Le contenu ne se trouve plus seulement sur votre site web, il est également, comme on le disait, sur Reddit, sur YouTube ou encore les réseaux sociaux, qui sont maintenant des sources privilégiées par les LLM. D'après une étude récente d'Aref, les mentions sont désormais 3 fois plus importantes que les backlinks pour apparaître dans AI Overview de Google, par exemple. Donc, on peut obtenir d'excellents résultats dans des rapports SEO traditionnels, mais être invisible dans les recherches basées sur l'IA, c'est ce qu'on disait au début. Et ça, c'est un angle assez dangereux. Donc, comment s'y prendre? C'est quelque chose de dynamique. Il faudra rester vigilant et faire évoluer les choses en permanence. Mais commencer aujourd'hui, nous recommandons que vous commenciez par un audit pour identifier des quick wins et envisager cette amélioration continue.
pas seulement par rapport aux bonnes pratiques que vous aurez mises en place dans votre organisation, mais également au fait que tout ça évolue, qu'il faut le prendre en compte et qu'il faudra continuer à s'adapter. Prenez conscience du fait que chaque mois que vous perdez, vos concurrents alimentent leur modèle d'IA qui mémorisent et apprennent au fil du temps et finissent par faire confiance à leurs sources. Donc attendre ne fait que rendre la tâche plus difficile. Pour l'audit, nous sommes convaincus qu'il vous faut un partenaire capable de couvrir les 3 piliers de la mise en place, que ce soit la partie contenu, autorité, pertinence et technologie, mais l'aspect complètement technique et analytique également. Si vous le souhaitez, nous proposons ce type d'audit qui prend en compte les différents niveaux de maturité des organisations pour analyser ce qui est en place et puis ce qui reste à faire. Donc, comme je le disais, notre focus ce sera sur des quick wins pour s'assurer que le comportement de vos clients et de prospects vont être pris en compte. L'attitude trois choses vont continuer à évoluer, les technologies, le comportement des clients et vos sites. Donc, il faut s'assurer que tout ça est en adéquation. Et comme notre expertise, effectivement, à l'intersection du contenu, de la technique et de l'expérience, nous mettrons tout ça ensemble dans notre audit pour vous donner les meilleurs conseils possibles. On a 3 niveaux d'audit. Un audit de base pour identifier les gains rapides et faire un bilan de santé. On a un audit standard qui ajoute également la préparation de votre plateforme à l'IA. Et puis, on a un audit complet qui prend en compte essentiellement l'orchestration du contenu au sein de votre organisation pour être sûr d'être pertinent. Voilà. Nous vous remercions d'avoir pris les quelques minutes supplémentaires. Si certains souhaitent traiter avec 2 ou 3 questions, je resterai volontiers. Je crois qu'Alexis, malheureusement, va devoir s'absenter. Il a un avion à aller prendre. Mais si vous avez des questions que vous souhaitez présenter dans le chat, je tâcherai d'y répondre tout de suite. Merci à tous. Et nous partagerons effectivement la présentation avec ceux qui ont donné leur adresse email. Tout à fait. Je peux peut-être compléter en disant que si vous avez des questions peut-être plus spécifiques sur les outils, j'ai mis un des outils dont je parlais tout à l'heure dans le chat, en lien. Je vais aussi mettre le lien de mon LinkedIn si vous voulez compléter une partie des questions qu'Arnaud ne pouvait répondre ou pour avoir directement un contact avec l'équipe Data NAL, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Je suis ouvert aux conversations. Eh bien, merci Constance, Pierre, Sophie, Florian, Maël. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations sur le JO en général. Je crois que certains d'entre vous ont prévu des calls avec moi. Pour ceux qui sont intéressés par notre audit directement, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pourrons vous faire une présentation plus spécifique à votre cas d'entreprise et votre niveau de maturité. Bien bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.